Du coup, comme j'avais dit, la deuxième partie s'appuie sur les réciproques de Césaro, donc assez intéressant. Donc la première question, c'est tout simplement trouver un contre-exemple du fait que Césaro n'est pas un si et seulement si. En fait, on sent qu'il va juste falloir trouver une sorte de suite qui oscille comme ça. Du coup, sa moyenne, elle va être à peu près égale à 0. Mais la suite, elle en elle-même, ne sera pas égale à 0. Donc du coup, quand on pense à ça, on pense direct à moins 1 puissance n. Donc si on pose un est égal à moins 1 puissance n, on a un truc qui diverge clairement. Mais si on fait la moyenne, enfin si on fait la sigma n du coup, on va soit se retrouver avec, donc ça va être sigma de n, suivant la parité de n, soit on va se retrouver avec ça, moins 1 puissance k. Donc là il va y avoir autant de termes pairs que impairs, donc ça va être égal à 0. Soit on fait le terme impair, et du coup on se retrouve avec 2n plus 2 fois moins 1 puissance k. Et là cette fois-ci il y a juste un terme, c'est quasiment cette somme, sauf qu'il y a le terme 2n plus 1 qui se rajoute en plus. Et du coup ça va être égal à moins 1 sur 2n plus 2. Et du coup ça converge aussi vers 0. Donc conclusion, sigma de n et sigma de n plus 1 convergent vers 0, donc sigma n converge vers 0. Du coup on a sigma n qui converge et un qui ne converge pas. Du coup on a trouvé un contre-exemple. Alors cette fois-ci, pour la question d'après, c'est si on rajoute la monotonie de un, donc si on se limite aux suites réelles, la monotonie de un permet d'assurer la réciproque. Alors ça, en vrai, j'avais essayé des trucs. J'avais essayé de dire oui, alors on a un moins L qui est égal à genre, je sais pas, un moins sigma n plus sigma n moins L, et puis ensuite je fais une égalité triangulaire. Des trucs un peu qui semblent marcher mais qui vont pas trop. Voilà. En fait, juste le truc tout bête, mais alors vraiment tout bête, c'est de supposer l'absurde. Supposer par l'absurde. En fait, comme on a un qui est monotone, c'est un truc à savoir, mais quand on a un qui est monotone, donc imaginons, on va supposer sans perte de généralité qu'elle est croissante, et pour le cas décroissant on prendra moins un. Si on a un qui est croissante, en fait elle met forcément une limite, soit elle est majorée et du coup elle converge, soit elle est non majorée et du coup elle diverge vers plus l'infini. Ok. Et du coup en fait à partir de là, on a quasiment tout fait en fait, parce que là, si un diverge vers plus l'infini, donc on suppose du coup que un est, on suppose nos hypothèses ici, on suppose qu'on a ça et ça. Si on a un qui tend vers plus l'infini, alors par Césaro on a aussi sigma n qui tend vers plus l'infini, mais c'est absurde, puisque sigma n tend vers L, donc elle converge. Donc on peut pas avoir ce cas-là. Du coup, elle converge vers, mettons, une valeur m, ok. Et du coup, par Césaro, sigma n tend aussi vers m. Mais par hypothèse, sigma n tend vers L, donc m est égal à L. Et du coup, un converge vers L. Voilà. Simple, terminé, bonsoir, au revoir. Il y a besoin de 0 epsilon. C'est tout simplement un simple petit absurde. Ok. Et ensuite, on peut raisonner de la même manière pour le cas plus l'infini. Hein. C'est juste que cette fois-ci, on suppose que sigma n tend vers plus l'infini. Donc, soit on a un majoré, et donc dans ce cas, un converge, mais ça impliquerait que sigma n converge aussi, ce qui est absurde. On peut pas avoir ça. Du coup, un tend nécessairement vers plus l'infini, et du coup, c'est bon. Voilà. On a bien sigma n tend vers plus infini implique que un tend vers plus infini, sous hypothèse de monotonie. Ok. La question d'après, du coup, ça va être Hardifeld. Donc ça, c'est assez intéressant. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de un monotone, parce que c'est quand même assez fort, un monotone. Suffit juste que en, donc en gros un plus 1 moins un, soit un petit taux de 1 sur n. Donc en gros, un plus 1 moins un, ça converge plus rapidement que 1 sur n vers 0. Donc ça va être assez intéressant ça.
Donc il y a une petite indication qui est ici. En fait, il faut démontrer ce truc là, donc en vrai je vais pas le faire parce que c'est vraiment juste du calcul, genre il faut juste exprimer EK comme du coup UK plus 1 moins UK. On fait un petit télescopage en faisant apparaître un plus 1 moins 1. En vrai dans ce truc là, il y a eu pas mal de trucs où il y a des plus 1 moins 1 en fait. Et ça c'est assez rigolo. En fait juste avec la technique du plus 1 moins 1 placé correctement, tu fais la question assez fort, assez rapidement. Du coup une fois qu'on a ça, on va juste isoler UN plus 1. Voilà. Ça c'est voilà. Et ensuite du coup, assez simple, comme on a KEK qui est égal à qui tend vers 0, puisque c'est un petit taux de 1 sur n. Donc ce truc là tend vers 0. Donc sa moyenne par ces arrows tend vers 0. Et là, par hypothèse, ça c'est sigma n, donc ça tend par hypothèse vers L. Ce qui permet de conclure que UN tend vers L. Voilà. Petite question comme ça avec l'indication, en fait c'est... J'avoue que sans l'indication, il faut penser à faire apparaître un EK, un KEK, et du coup c'est assez tricky. Ensuite, donc question 10, là ça va être ardifort, donc cette fois-ci on n'a même plus besoin que ça tende vers 0, il faut juste que ça soit asymptotiquement égal à 1 sur n. Cette valeur a une convergence asymptotique en 1 sur n. Du coup, pas mal, mais beaucoup plus compliqué. Et avec le V, là, on a cherché des petits trucs. Enfin, on verra tout à l'heure, mais en gros, bizarre. Bon, les deux premières questions. Donc là, pareil, première question, je vais pas la faire parce que c'est vraiment juste plus 1 moins 1. Encore une fois, c'est juste exprime EJ comme UJ plus 1 moins UJ. Tu fais un plus 1 moins 1 quelque part et tu trouves cette somme. Ok. La deuxième, elle peut faire assez peur. En fait, elle peut faire assez peur, mais en vrai, tu te rends juste compte que M plus 1 sigma M, bah, c'est la somme des k égale à 0 jusqu'à M en fait. Hein, de UK. Si je soustrais pareil N plus 1 sigma N, je me retrouve avec moins la somme des 0 à n, des UK, et du coup, ça, paf, je vais pouvoir dire que ça va être égal à, puisque n est strictement plus petit que m, hein, bien sûr, du coup on va avoir ça. On va avoir les n premiers termes qui s'annulent avec la somme, et du coup, on a ça. Et donc ensuite, on va pouvoir diviser par m-n, et je vais pouvoir enlever UN, c'est ça? C'était moins UN. Du coup là j'enlève moins UN. Et du coup en utilisant la question d'avant, UK, donc là je divise par M-N, je me retrouve bien avec ce truc là qui est égal à J est égal à N jusqu'à M-1 de M-J sur M-N EJ. Voilà. Une fois qu'on a ça, du coup, on va pouvoir faire une petite inégalité triangulaire. Tac, 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 tac. Plus petit que... Donc là, on a un truc positif. Tac. Et là, on va avoir EJ. Et là, c'est là qu'on va pouvoir utiliser notre hypothèse de domination. Intéressant, c'est que du coup, ce truc-là, il va être plus petit que C sur N, enfin C sur J du coup, parce que c'est J, puisque c'est par hypothèse en fait. EJ est un grand taux de 1 sur J. Voilà. Donc à la fin on se retrouve avec cette somme. Somme de J égale à N jusqu'à M-1 de M-J sur M-N, 1 sur J, il y a un C pardon qui traîne. Voilà ici. Voilà, voilà. Et ensuite, la dernière idée qu'il faut avoir, c'est de majorer ce truc-là par 1. Et du coup, on se retrouve avec une somme toute mignonne, toute gentille, de J égale à N jusqu'à M-1 de C sur J. Et du coup, ensuite, on va pouvoir faire une petite comparaison de somme et d'intégrale.
parce que là à la fin on voit qu'il faut avoir notre ln de m-1 sur n-1. Donc on voit que le c du coup on s'en fout, on le met devant. Et du coup il va rester juste la somme des 1 sur j. Et du coup ça il faut juste montrer que c'est plus petit que le ln voulu, hein. Donc 1 sur j plus petit que j-1 à j dt sur t. Voilà. En gros ça repose sur ça. Ça c'est facile à montrer. Et ensuite il faut juste sommer. Et en sommant les trucs, on va se retrouver avec l'intégrale de n-1 à m-1 de dt sur t, qui est bien du coup égal à ln de m-1 sur n-1. Ok. Donc ça c'est nickel, c'est ce qu'on voulait. Donc ça c'est bien plus petit que c ln de m-1 sur n-1. Voilà. Voilà, donc en remontant les inégalités, on se retrouve bien avec ce truc là, avec l'inégalité souhaitée. Voilà, en fait c'est souvent des trucs comme ça où en fait il faut chercher à simplifier au maximum le calcul. Genre là on fait une petite inégalité triangulaire, évidemment il faut toujours utiliser la question d'avant, bon ça c'est, de toute façon c'est en déduire, hein, donc vraiment c'est, voilà. Ensuite on pense bien à utiliser toutes les hypothèses. Donc la valeur absolue de EJ direct, ça fait quand même penser au grand taux de 1 sur n. Hein. Et ensuite le dernier truc qu'il faut faire, parce que j'avais cherché pas mal de temps sur ce truc là, j'avais essayé de faire des calculs trop précis, c'est-à-dire de pas majorer ce truc là par 1, juste tu fais direct, tu essaies de faire des plus 1, moins 1, enfin bref. Le problème c'est que tu t'obtiens des calculs qui sont trop lourds, et à la fin tu as quand même un truc relativement simple. Donc majorer ce truc là par 1, ça vient pas tout de suite à l'idée, parce que on peut se dire ça c'est peut-être trop lourd, mais quand tu vois le logarithme à la fin, ouais, ça appelle un peu à diminuer le plus possible les termes. Parce qu'en plus la division par m-n, elle est difficile à faire disparaître si tu mesures pas le tout par un truc, quoi. Voilà. Donc là c'est pareil, en fait il faut juste faire apparaître un moins L plus L, donc plus 1 moins 1 encore une fois, hein. Et en fait il faut faire une petite inégalité triangulaire. En fait, par inégalité triangulaire, j'ai UN moins L, pardon, moins, on va l'appeler genre la fraction, là, le gros, le quotient, là, tout le gros quotient on va l'appeler Q, Q moins L, plus petit que UN moins L plus L moins Q. Ok. Voilà. Et du coup, ce truc là, c'est bien égal à UN moins Q. Ou si vous préférez, on peut inverser Q moins UN. Et là, on a montré à la question d'avant que ça c'était plus petit que C ln de m-1 sur n-1. Voilà, donc là c'est juste manipulation des inégalités triangulaires. Et du coup on va passer ça de l'autre côté, on va avoir UN moins L plus petit que C ln de m-1 sur n-1. Et ensuite le Q moins L, il faut juste le majorer en gros par un... Là c'est chiant parce que c'est du calcul, genre tu rentres tu fais moins L, tu vas rentrer le L dans la fraction. Et après il faut le rentrer dans sigma m moins L et sigma n moins L. Et ensuite il faut juste majorer n par m. Voilà, en vrai pour ceux qui s'intéressent, enfin qui sont vraiment intéressés par les calculs précis, bah du coup encore une fois il y a le PDF en description, hein. Donc allez le voir si ça vous intéresse. Mais du coup on trouve bien le truc souhaité. Et là on arrive à la question qui fâche. La question qui fâche c'est la dernière question, c'est en déduire ardifort. Donc en gros il faut en déduire que là c'est quand même nickel, on a trouvé une majoration de UN-L. Il faudrait montrer que ce truc là il tend vers 0. Ça peut être pas mal de montrer que ce truc là tend vers 0. Et c'est même en fait, c'est vrai que ça paraît pas mal, c'est que c'est ce qu'il faut faire quoi, il faut montrer que UN-L tend vers 0. Donc ici on a un truc qui s'avère quand même vachement bien. Donc déjà on a une indication, c'est m égale 1 plus alpha n, avec un certain alpha plus grand que 0, plus grand que 1 pardon. Donc avec un tel, si on pose un tel m, on se rend compte que ce quotient va tendre vers un nombre fini, tout simplement parce qu'on va avoir
tac, je vais faire une petite barrière. M plus 1 sur M moins N, ça va être égal à 2 plus alpha N sur 1 plus alpha N moins N. Et du coup, en factorisant par alpha N des deux côtés, on va avoir, donc ça c'est juste, on s'en fout quoi, voilà, moins N sur alpha N. Et ensuite on peut montrer par encadrement que alpha N sur N tend vers alpha. Ça correspond un peu à notre intuition. C'est-à-dire bah, si j'enlève les parties entières, ça s'annule juste, ça fait juste alpha. Mais même quand je mets les parties entières, en fait, ça reste quand même, ça tend vers alpha quand même. Ok, et du coup, tout ça, ça va tendre vers 1 sur 1 moins 1 sur alpha. Ok, donc dans tous les cas, c'est une constante. Ok, et du coup, ça veut dire que tout ce truc-là va tendre vers une constante, mais il est multiplié par ces deux termes-là qui tendent vers 0. Puisque par hypothèse, on a supposé que sigma n tend vers L, du coup, sigma m aussi tend vers L, par combinaison de limites, et même chose. Voilà. Donc les deux tendent vers 0, du coup, toute la constante tend vers 0, enfin, tout le terme-là, pardon, tend vers 0. Et du coup, on se dit, bah nickel, il suffit juste de montrer que maintenant, ce truc-là tend vers 0. Mais, le problème, c'est que ce truc-là, il tend vers C fois ln de m-1 sur n-1, ça tend encore une fois vers alpha. Du coup, tout ça, ça tend vers alpha. Donc le terme de la majoration, là, elle tend vers, tout ce truc-là, tend vers C ln de alpha, qui est strictement plus grand que 0. Mais attends. Alors attendez. Il y a peut-être un truc à faire. Bon, là, l'idée, c'est que je vais dire un peu n'importe quoi parce que, mon raisonnement que ça va être, c'est que je vais essayer de fausser l'inégalité pour avoir une absurdité en supposant que UN ne tend pas vers L. Le problème, c'est que avec ça, on est obligé de montrer avant que UN possède une limite, sinon on peut pas passer à la limite dans l'inégalité. Et du coup, c'est relou. Et pour ceux qui veulent du coup la vraie réponse entre guillemets, enfin un truc qui selon moi marche, c'est dans le PDF. Parce que flemme de le dicter à l'oral comme ça. Mais en gros, il va falloir prendre un delta plus grand que 0. On va poser un certain alpha qui dépend de delta. On se sert du fait que le truc tend vers C ln de alpha. Et ensuite, on drop un epsilon. Et puis voilà.